Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dévoiler et annoncer les accusations portées contre un citoyen russe que le ministère de la Justice accuse d'être le cerveau derrière deux des pires piratages informatiques et de fraude bancaire de la dernière décennie. Maxim Yakubets, originaire de Moscou, a été inculpé à Pittsburgh, Pennsylvanie, pour son rôle présumé en tant que chef d'une bande de cybercriminels responsable de la distribution d'un logiciel malveillant connu sous le nom de Boogat. Dans le cadre de ce programme, nous avons le plaisir d'annoncer une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars. Pour toute information conduisant à l'arrestation et à la condamnation du cybercriminel russe, Maxim Yakubets. Ха-ха! Они меня смешат! Они меня не знают! Я неудержим! Я их кошмар! Qui est Maxim Yakubets et pourquoi a-t-il attiré les foudres du gouvernement américain? Comment se fait-il qu'il soit en liberté alors que sa tête est mise à prix à 5 millions de dollars? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans les prochaines minutes. Bon visionnage. Aujourd'hui, nous évoluons dans un monde ultra connecté où en quelques clics, nous avons accès à nos comptes bancaires. Nous pouvons initier des transactions, régler nos factures, échanger avec un conseiller, le tout en ligne, que ce soit depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile. Tout est simplifié pour que le client n'ait à fournir le moindre effort. Pourtant, cela n'a pas toujours été aussi simple. Auparavant, pour le moindre besoin bancaire, il fallait se rendre dans une succursale locale, patienter dans une file, puis expliquer notre demande au guichetier. Cette démarche était chronophage et ennuyeuse. Mais au fil du temps, les choses ont commencé à évoluer. Dans les années 2000, le mouvement du online banking a commencé à gagner en popularité. Très vite, les grandes banques ont entamé leur transition. Bien que les services proposés à l'époque soient loin de ce qui est offert aujourd'hui, c'était le début de la numérisation, rendant ainsi l'expérience utilisateur plus agréable et plus facile. Cependant, tout comme cela simplifie la vie des clients, cela crée également une facilité d'accès pour les criminels. Retour en 2006, un jeune homme regarde tout cela de très près. Il est russe, il a de l'ambition et il sait coder. Il perçoit là un énorme potentiel pour s'enrichir. Le 11 octobre 2006, sur l'un des forums du site web techsupportguy.com, un site communautaire de support informatique, un utilisateur demande de l'aide car il aurait trouvé un programme étrange sur l'ordinateur de sa sœur. Il met le contenu sur le forum et demande si quelqu'un saurait ce que c'était. Très vite, un chercheur en sécurité informatique informe que c'était un malware, un logiciel malveillant. Ce dernier va même jusqu'à lui donner un nom, WSN Poem. Le programme avait un but très simple, parcourir tout le disque dur de l'utilisateur à la recherche d'identifiants et de mots de passe qu'il enverrait ensuite aux pirates. Moins d'un an plus tard, juin 2017, l'entreprise SecureWorks, spécialisée dans la cybersécurité, découvre une nouvelle version plus avancée et plus efficace du malware. Cette fois-ci, lorsque l'utilisateur ouvrait une session avec sa banque, le hacker était prévenu et pouvait ainsi utiliser cette même session pour virer les fonds vers d'autres comptes. Le tout sans éveiller les soupçons. De l'extérieur, c'est comme si le client avait lui-même initié ce transfert. Selon SecureWorks, cette version du malware aurait infecté plus de 45 000 personnes et aurait été à l'origine d'un vol de plus de 200 000 $. Quelques mois plus tard, une nouvelle version se propage, encore plus aboutie que la précédente, mais cette fois-ci, le développeur fier de sa création lui donne un nom, le Zeus Bot. Il révèle par la même occasion son pseudonyme et sa localisation. Souvent, lorsque des programmes malveillants sont créés, il n'en existe qu'une ou deux versions. Mais Slavik voyait plus grand. Il avait pour ambition de continuer à mettre à jour Zeus, à le développer et à y ajouter régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Il voulait en faire un kit qu'il pourrait revendre sur le dark web, permettant ainsi à quiconque d'utiliser le Zeus Bot. À chaque fois que les banques ajoutaient une nouvelle couche de sécurité, Slavik s'adaptait et sortait une nouvelle version de son logiciel tout en ajoutant sans cesse de nouvelles caractéristiques et de meilleures fonctionnalités.
C'est seulement en 2009 que le FBI commence à s'intéresser à cette affaire lorsque les clients de la First National Bank de l'Omaha ont signalé que d'importantes sommes avaient été prélevées de leur compte bancaire. L'agent en charge du dossier remarque que les vols semblent avoir été exécutés à partir des adresses IP des victimes en utilisant leur propre identifiant et mot de passe. En examinant les ordinateurs, il a constaté qu'ils étaient infectés par un logiciel malveillant nommé Zeus. En cherchant davantage, l'agent découvre que Zeus avait la réputation, tant auprès des criminels que des experts en sécurité, d'être un chef-d'œuvre fluide, efficace et polyvalent. Son auteur était un fantôme. Il n'était connu qu'en ligne, où il se faisait appelé Slavic. De son côté, Slavic commence à récolter les fruits de son travail et en tirer environ 15 millions de dollars en vendant plus de 3000 kits de son logiciel. Cependant, Slavic, toujours plus ambitieux, se trouve confronté à deux problèmes majeurs. D'une part, sa création était devenue tellement populaire que des personnes commençaient à en faire des copies et à les revendre sur le dark web. D'autre part, les banques avaient commencé à rattraper leur retard en améliorant encore davantage la sécurité en ligne de leurs utilisateurs. Pour résoudre ces défis, Slavic a fait équipe avec le groupe de hackers Avalanche spécialisé dans le phishing. Ensemble, ils ont sorti une nouvelle version, le Jabber Zeus. En plus des fonctions de base, cette version proposait des modules supplémentaires. Pour 2000 $, un module de saisie de formulaire pour Firefox. Pour 1500 $, le module Back Connect permettant aux pirates de rediriger toutes les traces de ces transferts vers l'ordinateur infecté lui-même. Pour 500 $, le notificateur de chat Jabber. Jabber était un service de messagerie en ligne similaire à WhatsApp aujourd'hui. Ce module supplémentaire était programmé pour envoyer un message instantané en temps réel aux hackers dès qu'un utilisateur d'une machine infectée se connectait à un compte bancaire dont le solde dépassait un certain montant. Enfin, pour 10 000 $, le module de réseau virtuel qui permettait aux pirates de contrôler à 100% la machine infectée, signifiant qu'ils pouvaient faire passer tout leur trafic par l'ordinateur infecté afin de dissimuler leurs traces. Cette version incluait également un système de licence rendant chaque programme unique et donc impossible à copier pour quiconque. Slavic disposait maintenant d'une version ultra aboutie de sa création, il souhaitait passer à la vitesse supérieure. Il avait l'intention de s'attaquer aux grandes entreprises et banques, mettant de côté les comptes de particuliers. Il commence tout d'abord à recruter pour former un groupe. Ensuite, il était conscient qu'en visant de plus gros acteurs, il devait redoubler de prudence et savoir comment blanchir l'argent et dissimuler les traces pour que les autorités ne remontent pas jusqu'à lui et son équipe. C'est là que les mules entrent en jeu, des individus recrutés et prêts à servir d'intermédiaires entre la fraude et les voleurs, souvent sans même en être conscient. Tout débute en juin 2009 dans le paisible comté de Bullitt, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis, lorsqu'un malware accède au réseau informatique du compte des salaires des employés du comté. Les détails précis de l'intrusion ne sont pas connus, mais il est probable qu'elle se soit produite via un email. Le 22 juin, plusieurs virements d'un montant de 10 000 $ ou moins prélevés sur les salaires du comté ont été effectués vers des comptes appartenant à au moins 25 personnes à travers les États-Unis. Le 29 juin, des employés de la First National Savings Bank ont remarqué l'ajout de 25 nouveaux employés au système de paye à partir du 22 juin. Les banques recevant ces virements ont été contactées pour annuler toutes les transactions. Malgré les mesures de sécurité supplémentaires sur le compte piraté, telles que l'exigence de 2 signatures, celle du trésorier et celle du juge du comté pour tous les transferts, les hackers ont réussi à déjouer ces mesures et à dérober plus de 415 000 $. L'information est parvenue au FBI, qui a rapidement constaté que les indices concordaient avec le vol signalé par les clients de la First National Bank de l'Omaha. Le 2 juillet, Brian Krebs, journaliste américain spécialisé en cybersécurité, s'intéresse à l'affaire et rédige un article à ce sujet dans le Washington Post. Il rapporte qu'une source au sein du FBI lui aurait expliqué en détail la manière dont les pirates auraient procédé. Les pirates ont réussi à installer le malware sur l'ordinateur du trésorier, leur donnant ainsi accès au nom d'utilisateur et au mot de passe nécessaires pour entrer dans le courrier électronique et le compte bancaire du comté.
Ensuite, ils ont utilisé la connexion Internet du trésorier pour accéder au compte bancaire du comté. Une fois connectés, les pirates ont modifié le mot de passe et l'adresse électronique associée au compte du juge, assurant ainsi que toute notification future serait dirigée vers une adresse électronique sous leur contrôle. Par la suite, ils ont créé plusieurs employés fictifs et ont généré un ensemble de virements bancaires nécessitant l'approbation du juge et du trésorier pour ces 25 personnes. En réalité, ces 25 personnes sont les 25 mules engagées par les pirates pour recevoir les fonds volés. Ils se sont ensuite connectés au compte bancaire du comté depuis l'extérieur de l'État de Kentucky. Le système de sécurité a détecté une connexion inhabituelle et a envoyé un code d'authentification à l'adresse électronique du juge, mais celle-ci était déjà sous le contrôle des assaillants. Après s'être connectés, ils ont pu approuver le lot de virements, résultant finalement en l'envoi de 415 000 $ hors du pays. Au cours des mois suivants, Slavik et son équipe ont poursuivi leurs activités criminelles, ciblant diverses entités telles que des banques, des petites entreprises et même des écoles, partout où l'argent était en jeu. Le FBI enquêtait sur un nombre croissant d'attaques de ce type, notamment celles perpétrées par des utilisateurs du Jabber Zeus, mais l'attention principale était dirigée vers Slavik et ses hommes, en raison de leur efficacité et de leur organisation. En septembre 2009, le FBI a réalisé une percée en localisant le serveur Jabber utilisé par Zeus pour envoyer des messages instantanés. L'adresse IP a conduit les enquêteurs à la société d'hébergement Easy.net à New York. Les autorités ont découvert que le client payant pour le serveur se faisait appeler Alexis S et prétendait appartenir à une société basée à Moscou en Russie. La Russie étant hors de portée des enquêteurs, ces derniers ont décidé de tirer parti de ce qu'ils avaient, le serveur perquisitionné. L'examen du contenu du serveur a révélé des détails et des enregistrements de chaque attaque, des coordonnées bancaires, des informations d'identification volées ainsi que les noms des banques et des entreprises victimes. L'échange entre les membres de l'équipe retrouvés sur le serveur ont confirmé la présence de Slavik, le créateur du malware parmi eux. Les discussions ont également révélé que les membres du groupe faisaient référence à l'article de Brian dans le Washington Post à plusieurs reprises, exprimant leur mécontentement face à la couverture médiatique de l'affaire. Le Jabber Zeus de Slavik était extrêmement efficace, peut-être même trop efficace, attirant inévitablement la convoitise. Deux hackers, Gribodemon et Harderman, ont pris le logiciel de Slavik et l'ont modifié pour créer un nouveau programme similaire appelé SpyEye. Les premières versions étaient rudimentaires, mais le kit ne coûtait que 400 $. Avec son prix attractif, SpyEye a commencé à susciter l'intérêt croissant des utilisateurs. Cela a déclenché une nouvelle bataille pour Slavik, qui devait gérer maintenant cette concurrence, car SpyEye lui volait des clients. SpyEye était également programmé pour détecter la présence de Zeus sur une machine infectée et le supprimer. Slavik a riposté en ajoutant cette même fonctionnalité pour tenter de neutraliser SpyEye. Mais soudainement, en octobre 2010, Zeus et SpyEye annoncent que Zeus ne serait plus en vente à l'avenir et une fusion entre les deux logiciels est même envisagée. Des rumeurs circulent selon lesquelles Slavik voulait prendre sa retraite et profiter de l'occasion pour s'éclipser discrètement. Cependant, cette fusion n'aura jamais lieu. Début 2011, l'ensemble du code source de Zeus est divulgué en ligne dans son intégralité. Cela signifie que n'importe qui pouvait développer sa propre version de Zeus. À ce moment-là, Slavik est introuvable, mais pas pour longtemps car il refait surface avec une nouvelle version de son protégé qu'il a nommé Game Over Zeus. Cette fois-ci, il a transformé le logiciel d'une licence répétitive en un modèle d'abonnement délivré via le cloud. Il s'agissait du premier logiciel malveillant proposé en tant que service MAS, Malware as a Service. La plupart des botnets à l'époque reposaient sur un système client-serveur. Dans ce système, un ou plusieurs serveurs distribuaient des ordres aux machines infectées, tels que l'envoi de spam, la distribution de logiciels malveillants ou des attaques DDoS. Cette architecture rendait le système facile à démanteler. Il suffisait de perturber ou de mettre hors ligne les serveurs de commande. En revanche, le botnet Zeus
reposait sur une architecture P2P, pair à pair. Ce système s'appuyait à la fois sur des serveurs de commande et sur la communication P2P entre les machines infectées. Par exemple, les machines infectées conservaient une liste constamment mise à jour des autres machines infectées. Si un appareil détectait une interruption de sa connexion avec le serveur de commande, il se tournait vers le réseau pour trouver un nouveau serveur de commande. Le botnet Zeus était ainsi l'un des plus sûrs au monde, le rendant extrêmement difficile à démanteler. Le FBI en a fait les frais en tentant de mettre le réseau hors service en utilisant une technique appelée Sinkhole-in, qui vise à rediriger tout le trafic des bots vers un endroit sécurisé et contrôlé par le FBI. Mais cette tentative a échoué. En 2013, une nouvelle tentative de démantèlement du réseau Zeus a été lancée, cette fois-ci par CrowdStrike, une société de sécurité. Ils ont essayé de prendre le contrôle de tous les noms de domaine associés à Zeus et de coordonner une attaque à grande échelle sur le réseau. Cependant, Slavic avait anticipé cette action et son réseau a récupéré, continuant à fonctionner normalement. Malgré cela, le FBI a remporté une première victoire cette année-là, car les deux créateurs de SpyEye ont été arrêtés. Alexandre Panin, un Russe de 20 ans, a été arrêté en République dominicaine et extradé vers les États-Unis. Il a été condamné à 9 ans de prison. Hamza Bendelach, sous le pseudonyme Harderman, un Algérien de 27 ans, a également été arrêté et condamné à 15 ans de prison. Maintenant que la voie est libre, le FBI peut se concentrer sur Slavic. Ils ont collaboré avec Fox IT, une société néerlandaise réputée pour son expertise en cyberanalyse. Les chercheurs néerlandais ont retracé les anciens noms d'utilisateurs et adresses électroniques associés au réseau de Slavic pour comprendre le mode de fonctionnement du groupe. Ils découvrent l'existence d'un groupe appelé le Business Club, composé d'une 50aine de personnes, chacune payant un droit d'entrée pour accéder au panneau de contrôle avancé de Game Over Zeus. Ce réseau était géré par 2 sites web britanniques. Avec l'aide des autorités anglaises, le FBI accède au serveur et découvre un registre très détaillé retraçant les diverses fraudes en cours. Mais surtout, il découvre le cerveau derrière le Business Club. En mai 2014, le FBI parvient enfin à mettre un nom sur le créateur de Zeus. Il s'appelle Evgeny Bogatchev. En poursuivant leur analyse, les enquêteurs remarque que Bogatchev, alias Slavic, exécute des commandes assez étranges. Il recherche des adresses appartenant à des officiers de renseignement géorgiens, des chefs d'unité d'élite de la police turque, des documents ukrainiens classifiés et des documents liés au conflit syrien et à la vente d'armes russes. Bien que le FBI n'ait pas trouvé de preuves spécifiques d'un lien entre Bogatchev et l'État russe, une entité semblait fournir à Slavic des termes spécifiques à rechercher dans son vaste réseau d'ordinateurs. Le FBI se prépare à lancer l'assaut ultime avec une deuxième tentative de Sinkhole-in, nommée Opération Tovar. Mais cette fois-ci en coopération avec plus de 70 fournisseurs d'accès à Internet et une douzaine d'autres pays, tels que le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, la France et l'Italie. Des entreprises privées et publiques ont aussi apporté une assistance technique. Le FBI passe à l'assaut le vendredi 30 mai 2014. 2 serveurs de commande ont été localisés, l'un au Canada et l'autre en Ukraine. Les autorités locales les mettent hors ligne et le FBI commence alors à rediriger le trafic des ordinateurs infectés vers un gouffre qu'ils ont mis en place, tandis que les fournisseurs Internet s'occupent, eux, de désactiver tous les noms de domaine utilisés par le réseau. Petit à petit, le trafic vers le gouffre augmente de manière significative. Bogatchev intervient et riposte à la volée, essayant de contrer l'attaque et de créer de nouveaux serveurs de commande, mais ils sont tous interceptés. C'est après 60 heures de lutte qu'il abandonne. Le lundi 2 juin, le FBI et le ministère de la Justice annoncent un acte d'accusation de 14 chefs d'accusation contre Bogatchev, l'accusant d'être responsable de plus d'1 million d'infections informatiques, entraînant des pertes financières de plus de 100 millions de dollars. Sa tête est même mise à prix pour une valeur de 3 millions de dollars, soit la récompense la plus élevée que les États-Unis aient jamais accordée à un cybercriminel. Cependant,
Bogachev, toujours en liberté, reste introuvable, probablement quelque part en Russie. Sur le dark web, chaque fois qu'une personne, un site ou un logiciel connaît une fin tragique, d'autres surgissent et prennent le relais. Pendant que le FBI était occupé à faire tomber Game Over Zeus, un programme similaire nommé Dridex commençait à prendre de l'ampleur, et son créateur avait même côtoyé Bogachev lors de la fameuse attaque du comté de Bulit. Il était connu sous le pseudonyme Aqua. Tout comme Game Over Zeus, Dridex est un malware de type cheval de Troie. Une fois introduit dans la machine de la victime, il recherche des informations bancaires et dispose de fonctionnalités assez similaires au malware Zeus, notamment son réseau de botnet. Cependant, Dridex n'est pas mis en vente. Son créateur a réussi à exploiter une faille de Microsoft afin d'attacher des commandes pour aller télécharger Dridex à l'instant où la personne ouvre le document piégé. Tout ça est exécuté en tâche de fond sans que l'utilisateur s'en rende compte. Sa propagation se fait surtout à travers des emails contenant un document Word. Tout comme Game Over Zeus, Dridex est régulièrement mis à jour par son créateur. Environ un mois après la neutralisation de Game Over Zeus par le FBI, le créateur de Dridex a profité de cette opportunité pour apprendre, s'adapter et publier une importante mise à jour de son malware. Dridex met surtout en lumière le groupe Evil Corp dirigé par un certain Aqua, à travers une attaque ciblant principalement les citoyens du Royaume-Uni et des États-Unis par l'envoi massif de courriers électroniques. Cette attaque a permis au groupe de dérober plus de 40 millions de dollars. Contrairement à Slavik, Aqua, lui, n'est pas tant préoccupé par son identité. Le FBI parvient facilement à remonter à son identité. Il s'agirait de Maxim Yakoubets, un jeune russe vivant à Moscou. En 2018, le département du Trésor américain affirme que Maxim Yakoubets travaillerait pour le FSB russe. D'autre part, il serait même en train d'obtenir une licence lui permettant de travailler avec des documents classifiés défense russe. Cette année, il s'est aussi marié à Aliona Banderskaya, la fille d'Edouard Bandersky, un ancien officier d'une unité d'élite des forces spéciales du FSB. Le 5 décembre 2019, le département de la justice américain a annoncé la mise en examen de Maxim Yakoubets et de 16 autres membres du groupe Evil Corp, tous basés à Moscou. Le groupe est accusé d'être à l'origine de la diffusion du malware Dridex, causant des pertes estimées à plus de 100 millions de dollars à travers 40 pays. Tout comme pour Bogachev, une récompense est offerte, pas 3 millions, mais 5 millions de dollars à quiconque fournira des informations conduisant à l'arrestation de Maxim Yakoubets. Depuis cette accusation, le groupe Evil Corp ne semble pas inquiet et continue même ses activités illégales. Ils vont même jusqu'à perfectionner leur arsenal de cyberattaques. En 2020, ils introduisent un nouveau ransomware appelé Wasted Locker et adaptent par la même occasion une nouvelle tactique. Ils ciblent désormais les grandes entreprises qui sont plus enclines à payer une rançon pour préserver la donnée de leurs clients. Presque tous les secteurs sont touchés, en particulier le secteur manufacturier, le secteur des technologies et le secteur de la télécommunication. Un exemple notable d'attaque est l'entreprise Garmin, le célèbre fabricant de produits de navigation GPS, qui a été paralysé par une panne généralisée affectant son site web garmin.com, son produit Garmin Connect et ses centres d'appel. Cette attaque s'est soldée par une demande de rançon de 10 millions de dollars. Garmin n'a pas fait de commentaire à ce sujet, mais a commencé à restaurer ses services quelques jours plus tard, probablement grâce à une clé de décryptage obtenue en échange des 10 millions de dollars. En octobre 2021, le groupe lance un autre ransomware qu'il nomme Mako Locker. Cette version va chiffrer tous les fichiers et laisser une note dans un fichier texte, contenant un lien qui mène vers une interface montrant toutes les instructions pour décrypter les fichiers. Cette version permet même de tester le déchiffrement en choisissant 3 fichiers au maximum. Encore plus surprenant, il y a même un chat dans lequel on peut entamer des négociations avec les attaquants. Le 17 octobre, le groupe de télévision américain Sinclair Broadcast annonce l'annulation de la majorité de ses émissions de télévision. Il a été découvert par la suite que l'attaque était menée par ce nouveau ransomware.
L'État russe abrite la communauté cybercriminelle la plus avancée et audacieuse au monde. Bogachev et Yakoubets, deux figures emblématiques de la cybercriminalité, le premier plutôt discret, le second extraverti, étalant publiquement sa richesse, représentent ensemble une valeur de 8 millions de dollars. Tous les deux jouissent d'une immunité totale à l'intérieur des frontières russes, mais poser un pied à l'extérieur les exposerait à une arrestation immédiate. J'espère que ce contenu vous a permis de mesurer l'ingéniosité dont font preuve les criminels pour maintenir sans cesse leur avance sur les autorités. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, likez et partagez.